retrouver en cette matinée. Nous sommes le 4 mars 2023. Il est 8h, nous serons ensemble jusqu'à 9h30. Et Amel Larribi est déjà parmi nous. Bonjour Amel. Bonjour Nour. Comment ça va? Ça va, merci. Exceptionnellement. Hein. Bon, on est toujours très heureux de te recevoir, Amel. C'est gentil. D'autant plus qu'il y a toujours de bonnes nouvelles à nous annoncer. Hein, non? À part à l'Est. La bonne nouvelle, ça sera à l'Est. Alors, il fallait être avec nous jeudi, vendredi. Oui. Dans ce cas-là. Ah, j'étais trop contente. On a parlé de toi hier. Ah bon? Oui. Oh, en compagnie de Mina Abed. Moi, je suis contente quand il y a de la pluie, franchement. De ce que j'ai Mais là, ça va être juste à l'Est, c'est tout. Voilà, non, juste. Mais bon. Déjà déception. Hein. Déjà déception. Il va faire beau. Mais il va faire beau. Je vous ai dit, hein, vous avez vu, ceux qui ont suivi hier, je vous ai dit. On verra bien. On verra bien. Non, mais de toute façon, on a été quand même bien gâtés. Hein, on l'espère. Alhamdulillah, Inch'Allah, il y aura d'autres retours. Inch'Allah, on l'espère. Le plus important, c'est qu'il y ait de la pluie, hein, peu importe dans quelle région. Surtout la neige. Surtout la neige, effectivement. Ouais. Effectivement. Alors aujourd'hui, Amel, en compagnie de notre ami Ahmed Garriga-Hassen, que nous retrouvons chaque samedi, il va revenir sur une autre personnalité, encore une fois, qui a marqué l'histoire de l'Algérie, qui a marqué aussi, on va dire, le monde du livre, le monde de la recherche. Il s'agit de Rachid Borouiba, lui donc qui était plutôt, puisqu'il nous a quitté en 2007, lui qui était enseignant puis professeur donc à la faculté des lettres. Il a écrit plusieurs livres. Il s'est beaucoup intéressé à l'histoire de l'Algérie médiévale. Très intéressant. Donc à l'art musulman, il nous a laissé beaucoup de livres, beaucoup d'écrits, donc qui reviennent un petit peu à cette période de l'histoire. Nous parlerons encore une fois, cette fois-ci, d'un objet qui fait partie intégrante du patrimoine matériel algérien, de la tenue traditionnelle masculine particulièrement. Oui, on parle beaucoup des tenues traditionnelles féminines. C'est très tendance en ce moment. Hein. Pardon? C'est très tendance, ça revient. Mais habituellement, on parle beaucoup des tenues traditionnelles féminines, n'est-ce pas? Oui. Très peu. Très peu masculin, très peu. Donc des tenues masculines, mais cette fois-ci nous allons parler d'un accessoire. Finalement, un accessoire typique, un accessoire vraiment qui donne beaucoup de charisme, très classe. Très aussi, connu. Il s'agit de tarbouche, de Chachet Istanbul, comme on l'appelle aussi, puisque la semaine dernière, il y a eu autour, donc, puisque la semaine dernière, nous avons célébré la journée nationale de la Casbah, Amel. Et justement, il y a eu une très très belle rencontre autour de Chachet Istanbul, autour des saints patrons. Rappelez-vous, Ahmed Garriga-Hassen nous en a parlé d'ailleurs samedi dernier, et notre invité qu'on va recevoir aujourd'hui va revenir un petit peu sur l'histoire de Chachet Tarbouch et de Chachet Istanbul. Voilà, Chachet Istanbul ou Tarbouch, de toute façon, voilà, ce sont des synonymes, n'est-ce pas? Il nous parlera peut-être même de la différence entre Chachet Istanbul et Tarbouch. Il y a une différence peut-être? Probablement, il y aurait une différence. Et surtout les outils dont on a besoin pour confectionner cet accessoire. Et aussi, à chaque fois qu'on parle de la météo, Amel, et quand il pleut particulièrement, la chose sur laquelle on insiste toujours, c'est la prévention. Ah oui, très important. C'est très important, surtout quand il y a du verglas. Surtout quand il y a du verglas. La chaussée est très glissante. Hein. Voilà, et donc à chaque fois on parle de vigilance, on parle de prudence, de prévention, particulièrement pour les personnes qui prennent la route. Et Hasna Zobiri, notre amie, notre collègue, lui, qui a, beaucoup de lapsus ce matin finalement. Hein. Donc elle sera parmi nous ce matin, elle qui a son émission, qui présente l'émission Ça tient la route. Elle reviendra sur les poids lourds dans les routes et surtout la vigilance par rapport à cette question. Samira Hadjamar, cette fois-ci, nous emmènera du côté des hauts plateaux. Il va faire beau du côté des hauts plateaux? Il fait froid? Il fait très très froid. Il fait très froid, c'est la période. Ah oui, c'est la période. C'est vrai que les hauts plateaux, en hiver, neige, très froid. Oui. En été, il fait très très chaud aussi. Très chaud et très froid pendant l'hiver. Voilà, nous emmènera du côté de Djelfa cette matinée. On sera, c'est Samira Hadjamar qui nous y emmènera et on terminera l'émission en compagnie d'une styliste, modéliste cette fois-ci. Alors c'est pour bientôt, le 8 mars. Ah oui. La journée internationale donc des droits de la femme. Beaucoup d'événements sont organisés autour de cette journée et notre styliste va participer d'ailleurs à l'un de ces événements. Elle nous parlera de sa participation. Un programme pour le 8 mars? Du tout, rien. Du tout. Non, à part la circulation. Oui, c'est ce que j'ai constaté. Effectivement, à partir de midi, tout se bouge. C'est la galère, c'est la galère. On verra la météo oh oui. le 8 mars. On verra bien. Alors s'il va y avoir pluie et neige... J'espère qu'il va pleuvoir. Alors s'il va y avoir pluie, neige et 8 mars, alors... c'est foutu. Il vaut mieux rester à la maison. Exactement. C'est encore mieux. Se reposer. C'est encore mieux, oui. Voilà. Ça fait partie aussi des droits de se reposer. Ah oui. Franchement, on en a besoin. Voilà, effectivement. Et voilà donc pour le menu de cette matinée. Merci beaucoup à Amel Almi qui nous l'a préparé. Mais sinon, tu nous donnes quelques nouvelles du ciel pour aujourd'hui? Allez, on y va. Ce sera juste après cela.
La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. C'est la couleur, hein, donc il y aura de la pluie à l'est À seulement. l'est seulement. Hein. À l'est seulement. Voilà. Un peu plus de détails? Allons-y. C'est à toi. Merci Nour. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, c'est la pluie qui restera, mais le plus sur les régions de l'Est. Et ces pluies sont localement assez marquées, parfois orageuses et même parfois accompagnées d'orages sur les régions côtières et proches côtières et vers les régions intérieures. Par contre, sur les hauts plateaux, on maintient quelques flocons de neige sur les sommets qui dépassent les 1000 mètres d'altitude. Par contre, vers le centre, eh bien on aura des passages nuageux, parfois denses durant cette matinée, qui peuvent donner mais quelques pluies résiduelles vers les régions côtières et proches côtières du centre-est. Mais le ciel deviendra dégagé à peu nuageux tout au long de la journée. Également sur les régions de l'ouest, le temps va s'améliorer progressivement. La moitié sud, des passages nuageux du Nord Sahara vers les oasis. Ailleurs, rien à signaler. Le soleil va prédominer avec toutefois quelques voiles vers l'extrême sud. Les températures, quant à elles, eh bien, elles seront plutôt fraîches, mais plus vers l'intérieur et le plateau. Le minimum, cette fois-ci, vers El Beird avec 8 degrés seulement. 9 Djelfa, également Batna. 12 Sétif, 12 à Batna. 13 Tizi Ouzou. 11 du côté de Tiaret. 14 à Naba. 15 Alger. 17 à Oran et Tlemcen. Au sud, eh bien, on relèvera 18 degrés seulement du côté de Biskra et Gardaya. 21 Béchar. 27 à Drarin Salah. 28 à Tindouf, Janet, Tamanrasset. 35 à Borj Beji Mourtar et le maximum cette fois-ci à Ingezam avec 37 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur les côtes ouest et centre, mais plutôt agitée sur les côtes est, avec des vents qui varient entre 20 et 30 km/h sur les côtes ouest et les vents seront de secteur est à nord-est. 10 à 20 km/h sur les côtes centre, les vents seront variables et 40 à 50 km/h sur les côtes est et les vents seront de secteur ouest à nord-ouest. On va faire un petit tour cette fois-ci vers l'Amérique du Nord où quelques flocons de neige intéresseront la ville de Montréal. Des pluies à Vancouver ainsi qu'à New York, des passages nuageux à Washington, partiellement voilés Mexico et Miami, mais un beau soleil en Californie, ainsi qu'à Dallas. Le mercure affichera un minimum de -1 degré à Montréal, 8 à New York, 12 Washington, 18 en Californie, 29 Mexico et enfin 30 degrés le maximum à Miami. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Voilà, on retient plutôt des températures stables. Hein, Exactement. entre hier, avant-hier, aujourd'hui, oui. Voilà. Franchement. Des températures saisonnières. Mais toujours est-il un temps froid, toujours sur Un les temps hauts plateaux froid. et les régions Saisonnières, intérieures. des températures N'est-ce pas? saisonnières, n'est-ce On ne pas? va pas se plaindre. Non, du tout. Ah non, du Ah, tout. non, non. Surtout qu'on a eu quand même de belles pluies durant tout le week-end. Ah, Des oui. neiges à 10 à 20 cm. Oui, oui, oui. N'est-ce pas? D'où le BMS, oui. On Oui. a eu une vigilance orange quand même. Voilà, effectivement. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi. Amel, on se retrouve tout à l'heure après Avec le du plaisir. midi, après celui de 19h, pour plus de Inch'Allah. détails. Probablement, tu nous annonceras d'autres pluies. Hein, Inch'Allah, ensemble, on l'espère toujours. Inch'Allah. Comme ça, viendra nous dire aujourd'hui, nous avons des pluies. Merci beaucoup, Amel. Allez, Merci, à Nour. tout à l'heure. Et À cette tout. fois-ci, pause musicale comme d'habitude. Et ce sera en compagnie de Saddin Galis qui nous chante le Qasba. Et on se retrouve juste après.
Et c'était Nasreddin Galis qui nous a interprété une magnifique chanson autour de l'Qasba. Et nous recevons à présent notre ami Ahmed Garriga Hassan. Ahmed, bonjour. Bonjour Nour, bonjour à tous les téléspectateurs. Sabah al-khair alaykoum, naharkoum barak, inchallah. Bibarak fik, Allah yasselmek, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Ça se passe bien? Ça va, alhamdoulilah. Des événements, des nouveautés pour cette semaine? Cette semaine, on s'est un peu reposé, on s'est un peu reposé, mais il y a toujours, inchallah. C'est mérité. Inchallah. C'est mérité quand même. Il y a beaucoup. De temps en temps, il faut bien se calmer un peu, sinon... Un petit recul pour mieux sauter. Exactement, inchallah. Et aujourd'hui, donc, une autre personnalité, un autre chercheur, qui a beaucoup fait d'ailleurs pour la promotion et l'écriture de l'histoire de l'Algérie. Exactement. C'est un bonhomme très spécial, parce que déjà d'emblée, donc, je n'ai pas trouvé de photo de lui, bien qu'il est décédé en 2007. Donc, c'est Rachid Birouib, il est né en 1917, décédé en 2007, il a vécu 90 ans. Il a roulé sa bosse, comme on dit, donc il a fait un travail extraordinaire à l'université. Donc, il a fait beaucoup d'efforts. Donc, il a été formé déjà à l'école coloniale. Il a beaucoup souffert parce que son père travaillait dans les chemins de fer. Donc, il se déplaçait de point en point. Donc, lui, il est né à Alger en 1917 parce qu'il se trouve qu'à l'époque, son père était à Alger. Et tout de suite après, ils ont commencé à se redéplacer. Donc, il a vécu à Al-Qsar, il a vécu à Tniya, comme on l'appelle maintenant. C'est là où il a eu son certificat d'études. Bon, mais à l'époque, on connaît très bien le système de l'occupation française. Donc, il y avait un système scolaire à 2 vitesses. Donc, bien sûr, les indigènes que nous étions, on n'avait pas le droit d'accéder à l'école. C'était via des concours, il fallait qu'il y ait des places, il fallait faire des demandes. Donc, bon gré, mal gré, il a étudié, donc il a eu son bac, il a fait l'ENS à Bouzaréa. Donc, il a commencé à travailler en tant qu'instituteur. Donc, là aussi, il a repris le bâton de pèlerin de son père, donc pour se déplacer. Donc, il a commencé à Schleuf, puis à Khmis Miliana. Donc, c'est comme ça. Et puis, donc, il a décidé de passer le concours d'accès à l'université. Il a eu sa licence en sciences sociales et humaines. Donc, de là, il a commencé à travailler sur l'histoire. Donc, la première thèse qu'il a faite, c'était sur Abdelmoumene Ben Ali, le vrai fondateur de Dawlat al-Mouhidine. Donc, c'était ça. Et puis, il s'est engagé un peu dans tout ce qui concerne l'archéologie islamique. Donc, il s'est intéressé à ça. À l'art musulman. À l'art musulman, à l'Est et à l'Ouest. Donc, en Orient et en Occident musulman, c'était ça le sujet de sa thèse de doctorat. Et il a été l'un des pionniers de l'université algérienne après l'indépendance. Il a été, je pense, le premier doyen il a été doyen de la fac. Et de là, il a travaillé. Donc, c'est une production prolifique. Il a beaucoup écrit. Et maintenant, nous, quand on s'intéresse à plein de choses, par exemple, Qal'at Bani Hammad, c'est lui qui a organisé les fouilles. Donc, il a identifié le palais, la mosquée, il a identifié tout ce qui reste, tout ce qui était sous terre. Donc, il a fait les fouilles qu'il fallait pour. Donc, c'est l'un des premiers qui a révélé un peu la faïence de Zellij de Qal'at Bani Hammad. C'est l'un des plus anciens en Afrique du Nord. Après Qayrawan, c'est Al-Qal'a qu'on en trouve. Parce que il y a plusieurs types de décorations. Le plus répandu, c'est en utilisant le plâtre, qu'il en a trouvé lui-même à Sdrata ou à Tobna. Donc, c'est des villes disparues qu'il a même écrit sur eux, sur ces villes, un livre. Donc, mais à Qal'at Bani Hammad, on trouve de la faïence avec toute la mosaïque et la décoration qu'il y avait. Donc, il a étudié. Donc, et puis, il a commencé à publier. Donc, l'apport de l'Algérie à l'architecture religieuse arabo-islamique, c'est l'un des premiers à en parler parce que, bien sûr, l'occupation française voulait que l'islam en Algérie n'a été qu'une parenthèse et il a été fermé en 1830. Donc c'est pour ça qu'ils ont même l'architecture de la basilique de Notre-Dame d'Afrique, c'est une architecture gréco-romaine pour dire qu'on va reprendre là où s'est arrêtée la culture chrétienne en Afrique, en Algérie notamment. Mais lui, grâce à ses travaux, surtout son apport, donc il ne s'est pas contenté de l'archéologie, mais il s'est aussi intéressé à l'histoire elle-même. Donc, comme je l'ai dit, Abdelmoumene Ben Ali, flambeau des Almohades, ça c'était l'une de ses thèses qu'il a présentée.
Il a même écrit sur l'Amir Abdelkader, il a écrit sur quelques personnalités. Donc c'est une trentaine de livres, je crois, qu'il a publiés, traduits, donc en français et en arabe. Oui. Et une cinquantaine de Dawlat Bani Hammad, Dawla al-Hammadiya, donc il s'est intéressé à la Qal'a en tant que vestige, en tant que monument archéologique, mais il s'est aussi intéressé à l'histoire de la Dawlat Bani Hammad, Dawla al-Hammadiya, en tant que... Donc il a cherché, fait un travail de recherche sur l'histoire de la ville, donc en revenant à toutes les sources disponibles à l'époque. Donc et puis des monographies pour des villes algériennes, Constantine, Alors Oran. Ça c'est la grande référence, hein, du moins pour moi en tant que journaliste, je sais que ça c'était cette série donc, qui a été faite, je me rappelle, en collaboration avec le ministère de la Culture et de l'Information à l'époque. Voilà. Et ça, c'est une grande référence, effectivement. Exactement. On en trouve jusqu'à présent, même chez les bouquinistes. Oui. Donc, il y a aussi sur Oran. On a là, ministère de l'Information, Isaac Elam. À l'époque, c'était la belle époque parce qu'il y avait à la tête de ces structures, en face, il y avait une élite universitaire qui travaillait beaucoup, qui faisait du travail sérieux. Et à la tête des institutions, il y avait aussi des intellectuels. Il y avait Dmar Latrous, il y avait des gens, il y avait à la tête de la Bibliothèque nationale Dr Bouïad, il y avait plein de gens comme ça qui eux-mêmes étaient des intellectuels. Donc ce n'était pas des accidents de la nature pour se retrouver à la tête d'un ministère aussi important. Il y a les Hammadites, il en a fait aussi un travail. Il y a aussi un travail très intéressant sur les villes disparues. Les cités disparues. Voilà, les cités disparues, exactement, d'Algérie. Oui. Donc, il a parlé de Tahert, de Sidrata et de Qlat Bani Hammad. Je ne sais pas s'il a fait quelque chose sur Tobna, parce que c'est une autre ville disparue aussi. Donc, il y avait Moussa Al-Qbal, qui s'est intéressé à Achir aussi. Bien sûr, Achir à côté de Mdia, c'est une ville disparue. Les vestiges restent jusqu'à présent, sont là, il y a beaucoup de monuments. Donc tout ça, un quart d'heure ne va pas suffire pour citer tous les travaux de Rachid Bourouiba. Il a aussi des articles, on en trouve dans des revues algériennes ou des revues internationales. Il a même travaillé anecdotes, récits et contes maghrébins et andalous. Donc c'est peut-être l'un de ses derniers travaux. Donc, finalement, un travail très prolifique. Exactement. Hein, finalement, et il a fait aussi des collaborations. Donc, ça, c'est le Jazair fi Tarikh, l'Algérie dans l'histoire. Donc, on trouve son nom en premier, donc l'époque islamique. Il l'a fait avec Moussa Al-Qbal, Abdelhamid Hadjiat, Atallah Dihina, Mohamed Belgrad. Donc, tous ces noms méritent qu'on fasse une rubrique sur eux. Donc, et là, c'est les inscriptions monumentales dans les mosquées algériennes. Donc, c'est Rachid Bourouiba, traduit par Brahim Chbouh. Donc, tout ça pour dire qu'à la fin, on ne trouve pas une photo de lui sur le net. Probablement, donc, il faut contacter un article sur Wikipédia. Voilà. Donc, je n'ai pas eu le temps de le faire. Je vais chercher dans Facebook pour essayer de les motiver un peu à lui consacrer au moins. Lancer un appel aujourd'hui. Bien sûr. Donc tous ces noms, je viens de citer, donc il y a Moussa Al-Qbal, il y a Atallah Dihina, il y a plein de noms comme ça, Ali Khlasi, il y a plein de gens qui ont travaillé, surtout pendant les années 70-80 pour l'histoire de l'Algérie, parce que on dit que quand Charles-André Julien a terminé son livre, il a dit que les Algériens n'ont plus besoin de travailler sur l'histoire de leur pays, parce que tout est là. Oui. Donc voilà, suivez mon regard, faites ce que je vous dis. Et voilà, c'est fini, il ne faut plus chercher. Mais c'est une génération qui a beaucoup fait, ils ont formé des étudiants. Lui-même, je pense qu'il a été directeur de thèse de Mahmoud Bouïad aussi, donc, parce qu'il était plus ancien. Donc, c'est des gens qui ont beaucoup fait. C'est une grosse particularité quand même, hein, Ahmed, par rapport à Rachid Bourouiba, parce que finalement, il a vécu 90 ans, comme je dis, 90 ans ont été rentabilisés, une vie plutôt rentabilisée, parce qu'il y a eu tous ces écrits, et des écrits qui ne se suivent pas particulièrement. Donc, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de recherche.
Qiraat Bani Hammad, à elle seule, elle demande toute une vie finalement pour la travailler. Et donc avoir cette panoplie d'écriture et sur des thématiques surtout différentes. Et chaque thématique, il y a un véritable travail de fond qui a été fait. C'est vraiment pas un travail descriptif, mais ça reste un travail vraiment de recherche approfondie, n'est-ce pas? C'est ce que, comme dit Amir Omar Hashi, c'est des chercheurs qui allaient aux sources. Donc, ce n'est pas des chercheurs de bureau. Donc, c'est ça la différence. Lui, quand il va chercher les manuscrits, les sources qu'il y a, il se déplace aussi, il a fait des fouilles à Qiraat Bani Hammad, parce que l'école française ne s'intéressait que l'archéologie des restes byzantins et romains. Donc, tout ce qui est islamique, il l'écartait. Tout ce qui est avant antique, donc antique dans le sens avant Rome en Afrique du Nord, ça ne les intéressait pas. Donc, lui, il s'est consacré, donc vraiment... C'était la mission principale de la colonisation. C'était vraiment de détruire l'identité de tout ce qui touche donc à l'identité effectivement algérienne. Donc lui, il a fait tout ce travail pour qu'à la fin, donc, mais ces travaux sont là. Donc aujourd'hui, demain ou après-demain viendra le jour où on saura l'importance de ces travaux. Et même, comme vous le disiez, donc les gens qui s'intéressent à ce type de sources, donc tout de suite, celui qui s'intéresse à Constantine, il ne peut pas. Il ne peut pas, son travail est inévitable. Donc, quel que soit, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur Constantine, mais quand même son travail, il reste une référence. Et donc, on aurait aimé qu'il y ait eu d'autres générations qui ont travaillé de telle façon qu'on puisse dire 30 ans après, ce travail est dépassé. Mais on n'y est pas encore, donc on espère, on garde espoir quand même. Certainement, certainement. Il y a quand même des jeunes qui font un travail aussi quelques jeunes sont très intéressants. Voilà. Et en général, ils sont en dehors des circuits académiques. Donc, désolé de le dire, c'est avec beaucoup de regrets. Mais en général, on est vraiment... le jour où on a fait le colloque sur Sidi Mohamed, on a été vraiment ébloui par les travaux des gens qui sont venus. C'est des amateurs de l'histoire, mais c'est un travail de fourmi, c'est un travail qui va vers les sources. Quelqu'un qui vous dit, voilà, j'ai 1000 poèmes de la tradition amazigh. Donc on se dit, c'est un gars qui s'est investi, qui a collecté tout ça. C'est vraiment merveilleux. Et il est disposé, ses travaux sont à la portée de tous les universitaires, mais voilà, on reste sur le mais on garde espoir. Il va falloir faire une étude sociologique sur cela, probablement. Ah, ça c'est à vous de faire, vous êtes la spécialiste. Non, moi je suis spécialiste en communication. Ne donnez pas cette responsabilité. En tout cas, merci beaucoup, merci à Ahmed, vous. Merci encore une fois, de nous faire découvrir donc, cette personnalité qui a marqué aussi, qui a beaucoup écrit, et aujourd'hui ses écrits restent une véritable référence. Cette fois-ci, nous allons aller... à la rencontre, on va dire, pas à la découverte, parce que ça y est, maintenant, il est de renom, j'ai envie de dire, international. Une autre personnalité qui a marqué cette fois-ci la musique algérienne, Chaabi, le cardinal. Ah, bien sûr. Voilà, Rabbi Yahmou, donc le Hajj Mohamed Al-Anqa. Et c'est Sophia Chouban qui lui rend hommage à travers ce portrait. On se retrouve juste après. Jusqu'à ce jour, la voix du maître incontesté du chant chabé est écoutée par des millions de mélomanes. Car la singularité et le style particulier de Cheikh Mohamed Al-Anqa lui ont valu un public d'or. Allant de la qasida à d'autres compositions chabées, elles seront interprétées avec brio par le cardinal dès les années 30 et seront un véritable enseignement dispensé à de nombreuses générations. Comme un immense chanteur rossignol et cheikh d'un art musical chabi envoûtant, par le ton grave dès le prélude de la qasida. Le phénix
De son vrai nom, Mohamed Halou ou Mohand Idir Aït Warab, Haj al-Anqa intègre l'école de Cheikh Nadour. Puis en 1925, il participe aux cours de chant dispensés par Cheikh Raghai Abdelrahman. Quelques années plus tard, après le décès de son maître, il reprend le flambeau dans l'orchestre de feu Cheikh Mustafa Nadour. Dans les années 30, le cardinal enregistre 27 disques. Et dès son retour en 1937 du pèlerinage de la Mecque, il reprend ses tournées avec un nouveau. Les compositions musicales chabi de Haj Mohamed al-Anqa se comptent à plus de 300 qasidettes apprises par cœur et de 130 enregistrements de disques interprétés avec passion par un immense artiste. Un cheikh qui a animé en 1977 ses dernières soirées avant de tirer en 1978 sa révérence pour laisser un legs patrimonial, culturel et musical, national exceptionnel. Je crois هذه خير. هذه خير. Et voilà, donc de retour sur le plateau, vous l'auriez compris, aujourd'hui nous allons parler de cet accessoire typiquement masculin, mais il faut dire que vers les années 80-90, il a commencé à faire son introduction dans le monde féminin, n'est-ce pas? Oui. Avec le kairako. Tout à fait, oui. N'est-ce pas? Ça me va? Bon, même si c'est masculin? Ça change. Ça change. Ça change. Alors, vous l'auriez compris, notre invité est déjà parmi nous. Donc, il s'agit de M. Farid Himal. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci pour l'invitation. Là, merci de nous honorer de votre présence. Et vous êtes le fils du dernier artisan d'Al-Rahmou Saleh. On a vraiment le regret de le dire ce matin que... N'est-ce pas? Non. Je disais, on a vraiment le regret de dire que vous êtes le fils du dernier artisan qui confectionnait justement cet accessoire, un accessoire vraiment typique. Typique et symbolique, typiquement algérien. Algérien plutôt. Oui. Alors, lorsque le reportage de Sophia Chouban passait sur le cardinal, donc le Haj Mohamed al-Anqa, vous avez reconnu Chachia. Du Dafanpar, oui. Donc c'est lui qui l'a confectionné pour le Hajj Mohamed al-Anqa. Pas uniquement le Hajj, mais à l'époque, c'était pratiquement le seul fabricant sur Alger. Depuis, au niveau des années 50, il y avait la fabrication de la chichia, c'était trop demandé. Oui. Parce qu'il y avait la STA, les chauffeurs, receveurs, contrôleurs, tout le monde portait la chichia. Oui. Avant eux, il y avait les taxieurs. Et plus loin encore, il y avait les facteurs. Tout ce monde-là portait des chichis. Puis ça a commencé à se dégrader, la disparition a commencé. Voilà. Mais quand on regarde l'histoire, ça a commencé, comment dire, le Mashriq, à partir de la Turquie, l'Égypte et puis l'Algérie. Voilà, c'est vrai que Chachia, elle remonte quand même à très loin dans l'histoire. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu par rapport à l'histoire de des recherches, de je suis remonté jusqu'à la deuxième partie du 1er siècle hijrien, c'est-à-dire en 670, à Qayrawan, à l'arrivée de Uqba ibn Nafa, il y avait des gens qui portaient je ne dirais pas de la chachia, mais des calottes comme ça. On s'est demandé d'où ça venait. Oui. Il y avait parmi les musulmans qui venaient de l'Est, il y avait des gens, des Perses de l'Asie centrale, qui portaient des trucs comme ça. Quand on a demandé, vous portez quoi? C'est des chèches. Chèche, c'est l'ancien nom de Tashkent, capitale du Soubétistan aujourd'hui. C'est de là où vient Chachia? Le mot Chachia. D'accord. Et puis d'autres qui l'appelaient le cerf-bouche, les Perses. D'accord. Cerf, c'est la tête,
et bouche, c'est la couverture, c'est le couvre-chef. D'accord. Donc, avec le mélange linguistique berbère, arabe, perse, ça donnait le tarbouche. D'accord. Mais finalement, ça tient bien au chaud. Hein, ah ben aussi, oui. Hein. Donc là, on comprend que la qualité avec laquelle... c'est de la laine. C'est de la laine. D'abord, il y avait de la laine. Ensuite, c'est du feutre. D'accord. Vous permettez? Ce n'est plus de la laine, c'est du feutre. Oui. Et le feutre, ça a toujours été importé d'Europe. D'accord. Actuellement, je pense que le feutre existe toujours à Vienne, le meilleur feutre. D'accord. Et c'est quoi finalement la différence? Est-ce qu'il y a une différence par rapport aux occasions donc de porter un tarbouche en laine ou un tarbouche en feutre? Est-ce qu'il y a une différence ou c'est juste... Non, les tarbouches, ce qu'on appelle Chachia Istanbul, ça a été toujours fait au feutre. D'accord. Mais la Chachia en laine, c'est surtout la Chachia tunisienne. D'accord. Le salas ou le kalabouche. Le salas, ça veut dire? Elle est plus courte. Plus courte, très bien. C'est celle-ci? Non, ça c'est typiquement tunisien. D'accord. D'accord. Vous permettez, ça c'est typiquement tunisien, et ça c'est un patrimoine familial. Hein. C'est votre papa qui l'a porté, voilà. Donc c'est ça un petit peu la différence. Pardon? C'est les deux chéchias. Les deux chéchias, c'est à votre père. Mon père. Voilà, donc c'est un peu le patrimoine familial. Qu'on a les mêmes dimensions. D'accord. Sinon, je n'aurais plus. D'accord. Alors, justement, par rapport à la fabrication donc, de la chachia, ça demande des outils particuliers, ça demande aussi un savoir-faire particulier, n'est-ce pas? Parce qu'au niveau de la Tunisie, ils fabriquaient la chachia à partir de la laine, c'est-à-dire qu'ils commençaient à partir de la base zéro, avec, sachant qu'il va y avoir une vingtaine d'étapes pour en arriver là. D'accord. Donc, il y a la laine, le foulage, le tissage, le cardage, pour arriver à la teinte, puis le moulage, pour donner, avec des presses, pour donner les formes, pour arriver à la fin, la finition de shawashia. En Égypte, en Tunisie, ils les appellent comme ça, les fabricants. Mais chez Khdali, voici le gland, le sharaba, c'est ce qu'on a. C'est des fils en soie généralement. Et il paraît que la soie était un paratonnerre. Donc c'est un paratonnerre personnel. D'accord. D'accord. Et donc, pour la chachia en feutre aussi, ça demande d'autres outils. Vous en avez parlé, je pense, dans la conférence qui a eu lieu au niveau du Musée des Arts et Traditions Populaires. Oui, il y a eu une photo qui est passée, je ne sais pas si on peut la revoir, là où vous avez ramené des outils d'ailleurs qui servent à la fabrication de la chachia. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Il y a des moules, c'est des moules en cuivre qui nous donnent cette... Voilà, nous avons la photo en face. Qui nous donne la forme de la chachia. Ils sont préchauffés à l'avance, puis pressés, et on a cette forme. D'accord, mais entre-temps, pour avoir la forme, ça dépend aussi de la taille de la tête. Mais là, on a l'impression que c'est... Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. C'est un grand investissement alors. Ah ben oui. Ben oui. D'accord. Et chaque moule, ça pèse une quinzaine de kilos. Bah, j'imagine, du cuivre comme ça. D'accord. Et donc, vous, déjà, vous êtes chirurgien dentiste, n'est-ce pas? Oui. Et est-ce que vous avez touché finalement à cette sana'a, comme on dit? Depuis l'âge inévitable, j'imagine. Depuis l'âge de 10-12 ans, j'ai toujours accompagné mon père dans son atelier. Dès qu'il n'y avait pas d'études, c'était le passe-temps. Et parfois, on est porté jusqu'à la maison pour, par exemple, tisser le cuir, là. D'accord. Celui-ci. Voilà. Le cuir. Ça, c'est du cuir. Oui, tout à fait. D'accord. D'accord. Et la pièce? Ça, c'est un cachet. Ils ajoutent en plus. Il y en a parfois qui veulent l'avoir avec la paille, carrément paille. Oui. Parfois, on veut faire une doublure pour cacher la paille. Avec une injonction de ce petit miroir-là. Ça se fait. Ah, et le miroir, il sert à quoi? Excusez-moi. Et le miroir, il sert... Ah bon. Eh ben, on pense à tout, hein. Eh ben oui. C'est pour ça que ça s'est féminisé finalement chez Chia. Je crois. N'est-ce pas? Je crois. Eh ben, ça permet de ne pas trimballer son miroir avec. Ah ben... Eh ben voilà, finalement. On pourrait rajouter un peigne. C'est une bonne idée, ça. On peut tout cacher là-dedans. D'accord. C'est pour ça que c'est un petit peu haut. Bon, la hauteur, tout dépend. C'est à partir de 7 cm jusqu'à
14, 14,5, 15. D'accord. Voilà, ça se porte comme ça. En principe, Sharabat, j'ai là. Normalement À l'arrière. À l'arrière, comme Ouais. ça. Attendez, voilà. Comme ça. Ah, ça vaut. Ça va? Elle est un peu petite. Un peu petite, oui, effectivement. Un peu petite. Ça, c'est pour les enfants, peut-être? Non? Non. Non. Non, non. C'est tout dépend des tailles de tête. Ça, c'est ma effectivement. tête. C'est ma taille. Ah, d'accord. D'accord, Du donc voilà, 55, c'est tout je crois. dépend des détails, effectivement. Alors, encore une fois, lors alors, on disait que c'est un travail qui a disparu, malheureusement, Oui, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un travail qui se fait justement pour intéresser, encore une fois, les artisans, les jeunes peut-être, pour reprendre ce travail, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a on le voit, hein, on peut l'observer, il y a une grosse vague de jeunes qui reviennent un petit peu à la tradition musicale du Sha'bi, à revenir un petit peu à ces compositions, à ces groupes de Sha'bi. Donc probablement, on voudrait aussi faire revivre la tenue traditionnelle qui va avec, parce que c'est ce qu'on voyait, par exemple, le cardinal, on ne le voit jamais sans sa chachia. Donc est-ce qu'il y a probablement à l'avenir des sessions, peut-être? À l'époque, c'était le quotidien. C'était le quotidien, oui. C'était les habits. Mais aujourd'hui, pour la fabriquer, c'est juste pour un truc culturel. Oui. Ça... Voilà, culturel ou rituel, khitana, par exemple, Par pour exemple, les ouais, par enfants, exemple. pour la tenue traditionnelle, n'est-ce pas? Pour accompagner la tenue traditionnelle des enfants aussi. Mais pour redémarrer, ça, je ne sais pas. Pourquoi pas? Ah, je ne sais pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous avez ça, pourquoi pas lancer des ateliers à l'avenir? Mais, ça va, d'accord. Oui. Mais il n'y a plus de matériel. Il n'y a plus de matériel, voilà. Il n'y a plus de matériel, effectivement, parce que ça demande quand même beaucoup de savoir-faire, beaucoup de temps Exactement. aussi, j'imagine. Ça demande beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Par exemple, ça Bon, prendra combien Bon, à l'époque, on ne faisait pas par unité, c'était des Oui, séries. voilà, c'était des séries, Pour effectivement. faire une chachia complète, ça peut demander peut-être une quinzaine de jours. Ah, quand même. Et parce qu'il y a des collages, des séchages, il y a plusieurs Nous étapes. avons une autre photo de Boualem Titiche aussi. Ah ouais, La qui Rahmo, portait voilà. la chachia de mon père également. D'accord. C'était le fournisseur d'Alger. Alors, vous avez eu l'occasion de côtoyer toutes ces personnalités, finalement. Enfin, Vous étiez peut-être très petit. C'était des amis. D'accord, des amis de la famille, Des amis de mon père. de mon père, Et de votre père, voilà. Depuis mon jeune âge, j'ai accompagné mon père partout. Donc, le jour où ils sont partis, je me retrouve tout seul. Oui. Tous mes amis étaient des aînés. Oui. Donc, aujourd'hui, ils sont tous partis. Rabbi yarhamhum. Rabbi yarhamhum salam. En tout cas, Ils nous ont légué pas mal de... voilà, ils nous ont légué un petit peu tout ce patrimoine, hein, j'ai Tout envie ce de dire, tout ce patrimoine, patrimoine. Mais il reste quand même une pièce maîtresse, hein, même si le travail lui-même, le savoir-faire lui-même disparaît, mais il reste quand même une pièce maîtresse. On le retrouve par exemple dans les événements culturels qui revient à chaque fois, le tarbouch, n'est-ce pas? C'est la nostalgie du passé Oui. qui revient tout le temps. Qui revient tout le temps. Alors, encore une fois, pour revenir à l'appellation entre chachia et tarbouch, donc finalement, la seule différence, c'est un petit peu C'est de l'appellation, donc, C'est l'appellation, c'est linguistique. Tout à fait. Même quand on appelle Chachia Istanbul, les Turcs, c'était pratiquement c'est les derniers qui ont porté la Chachia. Voilà. Quand elle est apparue en Albanie et en Andalousie, pratiquement au XIIe siècle. Oui. Et puis, quand la dégradation a commencé, la reconquista en Andalousie, c'est les Andalous de l'Ouest qui ont quitté d'abord l'actuelle Espagne pour s'installer dans le nord africain. Et ils ont ramené un petit peu ce savoir-faire avec ce eux. savoir-faire. Et les Turcs, c'est à partir du 19e siècle, il y avait le Pacha, Khosrow Pacha, qui est venu à Alger, et ses marins. C'était un amiral. Ces marins ont acheté des chachia. Quand il a vu ça, il a ordonné à tout le monde de porter des chachia. À son retour à Istanbul, le roi, c'est Mohamed II, qui a ordonné, ça a plu, qui a ordonné le port de la chachia. Et bah, donc, comme quoi, c'est très récent. Et puis, quelques temps après, c'est en Égypte, avec Mohamed Ali Pacha, qui portait le turban. Il a délaissé le turban pour la chachia. Et puis, ces conquêtes, quand il est parti en Syrie, il a porté la chachia en Syrie. Donc, en Syrie, c'était pratiquement les derniers qui ont porté la chachia.
Donc, voilà, mais finalement, Tarbouch ou la Chachia, là où on va, elle est toujours de couleur rouge. Toujours de couleur rouge. Est-ce que ça a une symbolique particulière ou on peut trouver finalement d'autres couleurs? Selon des régions, mais par exemple en Libye, ils portent la noire. D'accord. Il y a la rouge, il y a même la blanche. Vous voyez, en Égypte actuellement, c'est les gens de l'Azhar qui perpétuent cette. Je crois qu'ils ne portent pas la même forme, parce qu'ils font le pic et la plie avec un turban blanc. Mais c'est toujours la Chachia. C'est toujours la Chachia. Voilà. C'est toujours la même origine, portée différemment. Voilà, en tout cas. Même à Alger, ils ont porté le Chachia avec des turbans qu'on appelait le Talabanti. Ah, d'accord, oui. Voilà. C'est le ruban doré à Dak. Mais la fabrication, le montage, il y avait déjà des spécialistes pour le faire. D'accord. Donc pour refaire la Chachia. Pour refaire la Chachia, pourquoi pas? Pourquoi pas, oui, bien sûr. Pourquoi pas? On essaie de faire bouger les choses. Oui. Espérons que ça va donner des résultats. Inch'Allah, c'est ce qu'on espère. En tout cas, ça reste quand même une pièce maîtresse dans le patrimoine matériel du pays. Donc on le voit à travers toutes les archives que nous avons. Donc pourquoi pas revoir, voir revivre un petit peu la Révolution, c'était un symbole. C'était un symbole, effectivement. Pratiquement dans la zone autonome à Alger, celui qui portait la Chachia portait son identité sur sa tête. Effectivement. Parce que les Juifs ne la portaient plus, parce qu'avant, ils la portaient, mais depuis qu'ils ont été francisés, il n'y avait que les Algériens, que les musulmans qui portaient la Chachia. Voilà, donc il est temps finalement de la faire revivre, n'est-ce pas? En tout cas, merci beaucoup, M. Khalid Tahima, d'avoir été parmi nous ce matin. Et puis, belle continuation. Merci. À vous. Merci beaucoup, Yatek Saha. Et cette fois-ci, nous allons aller du côté de Tlemcen en compagnie de Samira Hadjamar qui nous fait découvrir un antiquaire dans cette ville. Il est le seul antiquaire de la ville de Tlemcen. Elle nous fait découvrir à travers ce reportage et on se retrouve juste après. Antiquaire, un métier par passion d'abord pour Mohamed Riyad Ben Mrah. Il en est tombé amoureux presque par hasard et il nous en dit tout. Je travaille avec les commissaires-priseurs et les domaines. Chaque fois, on récupère les objets et on les protège et les ramène dans les salles de vente. La salle de vente Drouot, il y a le Sotheby's, Christie's, c'est des grandes salles de vente. C'est là-bas que j'ai aimé ce métier. En 2003, il rentre en Algérie, à Tlemcen, et ouvre un espace dédié à l'Antiquité, ouvert à tous les passionnés et aux collectionneurs d'objets précieux. Tlemcen, elle est connue pour l'art islamique. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des manuscrits, des launderies, où il y a les écritures arabes, anciens. Les tableaux orientalistes, des peintres qui sont passés à Tlemcen, comme Bridman, Simoni, Bartolini, c'est des peintres italiens. Et chez lui, c'est toute l'histoire de l'Algérie contenue dans des collections d'objets patiemment chinés. On peut trouver une comptoise ancienne de Tlemcen. Elle est signée Mohamed Znaghi. C'est une famille qui est connue à Tlemcen. D'époque, c'est la fin 19e. Et on trouve des vases anciens syriens avec la calligraphie arabe qui sont un petit peu rares. On ne trouve pas souvent. Il y a les tenues traditionnelles comme le kaftan et la chachia de la mariée. Elle est brodée en argent, en fil d'argent. Elle a plus d'un siècle et demi. On a des top tabats anciens. Si vous passez un jour à Tlemcen, n'hésitez pas à faire une halte dans cet espace d'art et d'histoire. Et elle est parmi nous, Samira Hadjamar. Samira, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va, Samira? Très bien. Très bien. Pétillante, Samira, aujourd'hui. Très contente de revenir. On revient d'une belle aventure. Très belle aventure. On peut dire deux mots sur là où j'étais. J'ai eu un coup de foudre. Un coup de foudre pour le Roat. Vraiment, pour le patrimoine, pour la culture, pour ses habitants surtout. Oui. Et je trouve qu'il y a une petite injustice. Puisque la Roat est une ville où on s'arrête généralement pour passer une nuit, déjeuner ou dîner, et puis reprendre la route vers le sud, encore plus au sud, enfin descendre. C'est les portes du désert et c'est une ville remplie, chargée d'histoire, de culture, de patrimoine, de gravure rupestre,
De tout, il y a tout là-bas. Toutes les époques se confondent et les habitants sont d'un accueil incroyable. Incroyable. Voilà, il y a la musique. Je ne savais pas qu'il y avait de la musique andalouse là-bas, je l'ai découverte. Et tout ça, on va le retrouver dans un doc. On va le retrouver, Inch'Allah, sur lequel tu travailles, effectivement. Oui, à partir de demain. Un documentaire pour très très bientôt. Tu viendras bien sûr nous en parler avec quelques extraits. Oui. J'invite tout le monde à s'arrêter un peu plus de quelques heures ou d'une nuit à Al Rouat pour découvrir son patrimoine. Effectivement. Et nous, ce matin, Samira, nous allons aller juste à côté de Al Rouat. Juste avant d'arriver à Al Rouat. Voilà, vraiment pas très très loin. Oui, il y a le Djelfa. Djelfa qui est très connu, tu sais pourquoi, on en a déjà parlé, pour Chabia. Le centre, c'est, on va dire, la marque déposée, c'est Messaad. Et c'est là où se fait la fabrication, d'ailleurs, de Chabia. Oui, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Mais Djelfa surtout parce que Djelfa, avant, dépendait, à l'époque coloniale, dépendait de l'Orwat. Mais pas que, ils ont une histoire commune. Ces deux wilayas, et il y en a encore 5 autres, sont liés par un point en commun, qui sont l'Atlas saharien, l'Atlas algérien saharien. C'est une chaîne de montagnes, mais c'est surtout un endroit, un lieu qui s'étend. L'Atlas saharien s'étend sur 7 wilayas. Et ce qui les lie, c'est les gravures rupestres, c'est tout ce qui, c'est tout ce patrimoine préhistorique, néolithique qui existe et qui relie ces wilayas. C'est immense. D'ailleurs, à Al Rouat, j'ai eu l'occasion de rencontrer Monsieur Stiti qui dirige, Monsieur Stiti, oui, l'archéologue. L'archéologue, vraiment. On salue, qui est vraiment, très agréable. Il est magnifique, très accueillant. Absolument. Donc, à Al Rouat, il m'a fait découvrir quelques gravures. On n'a pas eu l'occasion. Justement, ça c'était à Al Rouat. Non, ça c'est Djelfa, ce qu'elle m'a montré. Ce qui t'a fait découvrir, M. Stiti, c'est au niveau de Al Rouat. Oui, en attendant, je suis allée voir El Richa. El Richa qui comporte la gravure rupestre la plus connue mondialement, on va dire, puisqu'elle a été reprise pour une campagne mondiale par l'ONU, l'UNICEF, l'éléphanto protégé par sa mère de la panthère. C'est quelque chose d'extraordinaire. Exceptionnel. Exceptionnel. Je ne sais pas comment expliquer. C'est un chef-d'œuvre. Ce qui est exceptionnel, c'est vraiment la vision de l'époque. C'est comment l'homme de l'époque pouvait mettre en valeur et ressentir finalement toute cette beauté de la nature. Moi, je trouve ça vraiment exceptionnel. Je trouve ça vraiment hors du commun. C'est comment cet homme préhistorique, grand artiste, a gravé son quotidien sur une montagne il y a 12 000 ans. Et comment cette gravure est parfaite. C'est-à-dire au trait. Elle a défié le temps. Elle a défié le temps, les éléments de la nature, l'usure, la main de l'homme qui parfois va jusqu'à dessiner dessus. D'ailleurs, il y a eu une photo qui était passée, je ne sais pas si on va la revoir, de l'une des gravures rupestres. Voilà. Et juste à côté, d'ailleurs, j'allais t'en parler, j'allais te dire, voilà. Donc, magnifique gravure rupestre. Quelqu'un s'est amusé à écrire, à signer la toile dessinée il y a 12 000 ans ou il y a 9 000 ans pour celle-là, pour celle-ci. Mais tu sais, ce qui est pathétique un petit peu dans l'histoire, c'est que dans les prochains 12 000 ans, les générations qui viendront dans les 12 000 ans prochains, ils pourront faire des études sur la gravure. J'espère que d'ici là, le ministère de la Culture va se charger d'effacer ces traces abominables. Sur la signature, oui, effectivement. Il est interdit de graver sur les gravures anciennes. Surtout. Et il est interdit, tout comme il est interdit de ramasser des objets que l'on trouve sur les sites. Au contraire, il faut le signaler soit à la gendarmerie, soit à la police, parce qu'ils ont des brigades chargées du patrimoine. Ils sont formés et donc ces brigades vont informer le ministère de la Culture qui va envoyer des experts, répertorier, prendre des photos, enfin tout ce qu'il faut. Il y a toute une batterie et un protocole. Toutes les études qu'il faut. Il est impossible pour le ministère de la Culture ou la gendarmerie, enfin on ne peut pas mettre un gendarme ou un policier derrière chaque citoyen pour protéger une gravure ou un objet pour cela, il faut toute une éducation qui va avec. Donc éducation sur le plan information, sensibilisation. Voilà. Oui, puisque c'est un patrimoine qui indique l'identité et puis la richesse, l'histoire très très longue. On l'efface, on n'a plus d'histoire, on n'a plus d'identité, ça n'a plus aucun sens. Maintenant, c'est très difficile parce que, par exemple, à Djelfa, il y a, je ne sais pas comment dire, il y a plus presque 2000 gravures connues, presque 2000. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas été découvertes. Ça, c'est juste à Djelfa.
Donc imagine, tous les jours ils peuvent faire des découvertes, tous les jours il y a de nouvelles choses, tous les jours on peut marcher et trouver un objet, un silex ou un mobilier ou quelque chose qui est très très ancien. Donc c'est un patrimoine, peut-être qu'il faudrait toute une vie et plus pour pouvoir l'inventorier. Et le répertorier et puis le protéger. À Djelfa, qu'est-ce qu'on retrouve? À part l'Arshabia et les chameaux, que j'ai adoré moi. Même la route, elle est superbe. Je la conseille à tout le monde. Elle est droite. Et grâce aux gorges de Chifa, le tunnel, c'est un plaisir. C'est à 300 km, on ressent même pas la route. Voilà, c'est à 300 km d'Alger, donc Djelfa. Donc la station, l'une des stations les plus connues, il y a la station du Zakar, elle est au sud de Djelfa, c'est à peu près 37 km de Djelfa. Elle est très importante, elle est riche, il y a beaucoup de gravures rupestres. Alors qu'est-ce qui revient le plus souvent? Ce sont les éléphants, les buffles antiques, les rhinocéros, il y a des gazelles, il y a aussi la station de Hinnaga. C'est les plus célèbres. Alors, je rappelle juste que la plupart ont été découvertes au début du 19e siècle, 1800, et d'autres, en fait, jusqu'à aujourd'hui, ils font de nouvelles découvertes. Mais les plus connues sont celles du Zakar et Hinnaga. Il y a aussi l'Oued Hasbaya, enfin il y en a plus de, je ne sais pas, 50, mais j'ai peur de me tromper parce qu'à chaque fois on me dit non, il y en a un peu plus, on a juste, on ne l'a pas encore répertorié ou il n'y a pas encore de livres qui sont sortis pour en parler. En parlant de ça, je voudrais rendre un petit hommage à Ginette Omassib qui, elle, travaille depuis bien avant l'indépendance de l'Algérie, qui a travaillé et qui est en Algérie, Ginette Omassib, qui a fait le tour de l'Algérie. Et elle a travaillé au CNRPH, Centre National de Recherche Préhistorique. Et elle, à chaque fois, elle sort, elle fait des études. Elle a travaillé pratiquement sur toutes les découvertes. Voilà. Et elle fait de temps en temps, elle nous sort un livre. Et celui-ci est sorti à la NEP. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'à Djelfa, pour y aller, on va trouver plein de choses. Il y a des dolmens. Voilà, des dolmens qu'on retrouve du côté du moulin de Djelfa. Il y a les gravures rupestres, bien sûr. Il y a même du romain, il y a un phare romain. C'est étonnant. Moi, même à la droite, il y avait du romain. J'étais très étonnée. Mais oui, les Romains sont arrivés jusqu'à là-bas. Donc, tu vois, il y a la préhistoire, il y a les Romains, il y a les Turcs aussi, les Ottomans qui sont passés. Oui, alors celle-là, je crois que c'est la gravure des amoureux timides. C'est incroyable. Les amoureux timides, oui. Les amoureux timides, la Saint-Valentin, mais bon, Manish, il y a 8 mars. On peut toujours célébrer. Il y a toute l'année. Toute l'année, voilà. Il y a toute l'année. Donc, c'est très intéressant ce qu'on peut découvrir. Et l'art, c'est un trésor, en fait, à protéger, à conserver. Le ministère de la Culture a protégé, je crois, 17 sites, dont les dolmens, certaines gravures les plus importantes. Et c'est un travail qui se fait régulièrement. Voilà. Il y a eu toute une collection imprimée par Algérie Télécom. Moi, j'ai du plaisir à les voir. Je les ai sortis il y a longtemps, après la les années 90. Donc, en fait, voilà. C'est cyclique. Donc, c'est cyclique. Les émissions de timbres sur les gravures rupestres. C'est cyclique, c'est-à-dire que... C'est-à-dire que ces émissions ont commencé déjà à partir des années 70 et toutes les 5-6 ans, on va émettre une nouvelle série de timbres sur les gravures rupestres. Oui, et ça contribue à la valorisation, comme on dit, et la protection du patrimoine culturel algérien, universel. Moi, je veux dire que c'est universel. C'est parce universel. Que préhistorique... c'est incroyable, voilà. Donc il y a un tas de choses à visiter à Djelfa et j'invite l'ensemble des Algériens à y aller et à ne pas faire des escales. C'est de choisir ces endroits comme une destination de vacances, comme une destination de vacances, effectivement. Et d'ailleurs, il y a une année ou 2 années de cela, je ne me rappelle plus, il y a la mémoire qui me fait défaut parfois. Nous avons reçu un groupe de jeunes qui ont fait une espèce d'éduc-tour et c'était le Djelfa qu'ils avaient choisi parce qu'ils pensent que Djelfa n'a pas été assez promu. Ils avaient raison par rapport à cela. Et donc, ils sont partis à l'aventure et ils étaient un petit peu sceptiques. Ils se sont dit, bon, on va y aller quand même, on va découvrir la région. Et une fois qu'ils sont partis, ils étaient tout simplement
ébloui, surpris, émerveillé par toutes les richesses qu'il y a là-bas, d'autant plus que l'histoire de Djelfa, enfin de la région, on trouve plusieurs vestiges qui remontent même à plus de 200 millions d'années, parce qu'il y a eu même des traces de pas de dinosaures qui ont été retrouvées. Absolument. Dans la région de Messaad, d'ailleurs. Dans la région de Messaad, c'est une région où il y a beaucoup de choses. Mais contrairement à ce qu'on croit, mais il y a beaucoup de choses. Il suffit d'y passer un peu plus de temps. Mais le plus important, c'est bien sûr de côtoyer les habitants, puisque c'est le plus important, effectivement. Oui, de connaître ses concitoyens, de découvrir des modes de vie, puisque aujourd'hui encore, et j'ai eu l'occasion de les rencontrer à Al-Rouad, il y a des nomades qui vivent sous des tentes, exactement comme il y a des, je sais pas, il y a des siècles, je sais pas exactement quand, mais c'est alors le climat, le changement, les codes, les modes de vie, les gravures, tout ça, ça permet. On est aux antipodes d'Alger, on est aux antipodes du Nord, on n'est pas dans le désert, mais on est aux portes du désert, et il y a un changement radical. Et franchement, c'est fascinant. C'est fascinant. C'est fascinant là, vraiment, à découvrir. Aussi bien pour les nationaux que pour les étrangers. Effectivement, je suis d'accord quand tu dis c'est pas une simple escale, mais il faut vraiment choisir la région comme véritable destination. Et non plus une ville de transit comme le Rouat, où là on s'arrête pour quelques heures pour manger. Même le Rouat, c'est connu pour la viande. Même le Rouat, il faut la choisir comme véritable destination. Hein. Oui, aussi, surtout. Et tu reviendras. Oui, il manque des musées dans la région, il faut des musées, beaucoup, des musées nationaux. Voilà, pour récupérer les objets parce que qu'est-ce qui se passe quand ils trouvent des objets, forcément ça va vers les grands buts, notamment Alger, le musée des Antiquités. Ce qui serait intéressant, c'est que ces objets restent dans leur ville d'origine, on va dire, si c'est réellement l'origine, mais voilà. Et que nous puissions, quand nous allons là-bas, trouver des musées nationaux où on peut visiter tout simplement les choses. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Samira, pour cette. La prochaine fois, c'est le Rouat. La prochaine fois, ce sera le Rouat avec de beaux extraits. Exactement. Et surtout de belles anecdotes. J'imagine que tu as beaucoup d'anecdotes à nous raconter. À le Rouat. J'ai un véritable coup de foudre. Eh ben voilà, tu vois, on aura beaucoup de choses à se dire. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Samira, on se retrouve samedi prochain pour une autre escale. Et on continue. Cette fois-ci, nous allons aller du côté du Mans, chez Lia, à travers ces belles images. Et on se retrouve juste après. Intéressé à la prévention et à la sécurité routière. Notre ami et collègue Hasna Zoubiri parmi nous. Hasna, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va? Ça va, ça se passe bien? Oui, plutôt, plutôt. Donc beaucoup de travail sur la prévention, l'information, la cette sensibilisation. Année, on a du pain sur la planche. On a du pain, surtout avec les BMS que Météo Algérie à chaque fois donc, nous annonce.
n'est-ce pas? Malheureusement, le week-end passé, on a enregistré un accident mortel qui a causé la mort à 10 personnes quand même et blessé plus de une trentaine de personnes. L'accident de Tikjda, oui, malheureusement, et ça continue. Voilà, le bilan s'alourdit chaque année, donc vraiment, on se tient le ventre. À chaque fois quand il y a de la neige, c'est Ramadan, c'est la saison estivale, donc c'est plutôt cyclique. Donc il y a des cycles où on se tient le ventre vraiment un peu trop. Par rapport à la sécurité routière. D'ailleurs, Nour, pour les 11 premiers mois de 2022, puisqu'on n'a pas reçu encore le bilan de 2022 global, le bilan annuel, donc on a enregistré quand même plus de 2500 morts dans 5800 accidents de la circulation en 11 mois, ça fait beaucoup. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Ça fait énorme. 2500 décès, c'est quand même 2500 familles endeuillées, de rien. Voilà, donc encore une fois, on appelle à vigilance. Et aujourd'hui, Hasna, tu t'intéresses à un sujet quand même très important et d'urgence surtout, parce qu'on le voit, on le rencontre particulièrement pour les personnes qui prennent la route. C'est un petit peu l'implication du poids lourd, donc des véhicules poids lourds, donc dans les accidents de la route, malheureusement. Oui, donc on voit sur nos routes, notamment sur les autoroutes et l'autoroute Est-Ouest, donc les véhicules poids lourds, les transporteurs aussi, donc les bus de transport de voyageurs qui font des manœuvres dangereuses, qui doublent sur la gauche alors qu'ils doivent rester à droite et malheureusement ça cause beaucoup d'accidents de la circulation, notamment pour les bus qui transportent plus d'une trentaine voire plus 50-60 personnes à bord du bus et ça fait beaucoup lors d'un accident, ça fait beaucoup de victimes. Ça fait beaucoup de victimes, effectivement. Et on voit, par exemple, quand il y a comme ça des déplacements, par exemple, à bord d'un bus, on voit quand même les familles qui rouspètent, donc qui réclament leurs droits, qui réclament donc aux chauffeurs de baisser la vitesse, d'aller doucement. Mais on voit quand même ce déni. On va voir, on va remarquer le déni un petit peu des chauffeurs et on a j'ai envie de dire cette assurance de c'est bon, je connais la route, je sais conduire, je maîtrise la situation, j'ai l'habitude, je fais ça depuis mon jeune âge et un accident est vite arrivé, malheureusement. C'est vrai, c'est ce qui s'est produit d'ailleurs l'accident à Tikjda. On a eu des témoignages de victimes, des blessés qui ont parlé justement, ils ont parlé aux chauffeurs de diminuer la vitesse, à ce qui paraît d'après la première enquête qui a été réalisée par la gendarmerie nationale, la cause le facteur est humain, l'accident de Tikjda. Donc il a doublé le premier bus. Le second ne l'a pas laissé passer et du coup il est tombé et ça a causé l'accident. Vite arrivé. Voilà, tout à fait. Et finalement, ce sont des victimes comme ça, des vies qu'on perd. C'est le facteur humain qui revient à chaque fois, le non-respect du code de la route nord qui cause ce genre d'accident. On pointe souvent du doigt l'état des routes, mais c'est vraiment minime. C'est le facteur humain à plus de 98% des accidents qui sont enregistrés en Algérie. Qu'en-est-il, Hasna, de la dénonciation? Parce qu'il faut quand même avoir cette culture de dénoncer finalement. Juste, si tu permets une petite anecdote, une fois je suis partie en mission en compagnie donc, de l'équipe technique et en route, donc on a pris la route et donc en route il y avait justement un bus qui faisait vraiment une vitesse et on voyait les gens à l'intérieur qui n'arrêtaient pas de crier et le caméraman qui était avec nous qui avait quand même cette culture de s'arrêter, d'aller vers la gendarmerie et de dénoncer. Donc en fait ce qu'il a fait c'est que tout simplement il a pris le matricule parce qu'on n'arrivait pas finalement, il faisait tellement de vitesse qu'on ne pouvait pas le dissuader. Et donc le premier barrage de gendarmerie on s'arrête et le caméraman dénonce. Il donne donc la plaque, plutôt le numéro d'immatriculation et effectivement la gendarmerie réagit. Sur place. Bien sûr. C'était vraiment une réaction sur place. Donc très vite, il y a eu prise en charge, il y a eu donc réponse à cette plainte. Il y a mieux, Nord. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Il y a les réseaux sociaux. Il y a les réseaux sociaux et les gens c'est les vrai voient. que je te raconte cette anecdote, il n'y avait pas encore. Ah d'accord, donc ça remonte à longtemps. Voilà. Non, mais ça m'avait marqué et je me suis dit quand même c'est important. C'est important de dénoncer. Bien sûr, non, il y a l'implication des citoyens aujourd'hui. On voit que les gens ils sont conscients. Ils sont conscients. On voit beaucoup de morts sur nos routes.
route et du coup, tout le monde s'est vu responsable de ce qui se passe. On a vu l'année passée, je ne sais pas si tu te souviens, Nour, lors du mois de Ramadan, il y avait une personne qui a fauché, je pense, qui a provoqué un accident à une marque, sans citer la marque, d'une voiture au niveau du tronçon de Ben Aknoun. D'accord. Et ça a été partagé à je ne sais combien de fois. Et ça a provoqué, on a ouvert l'enquête, une enquête a été ouverte. La personne a été convoquée par le procureur de la République et a été même condamnée. Voilà, donc on voit que les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est une arme. C'est un moyen de dénoncer ce genre de chauffard. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a des pages sur les réseaux sociaux qui se spécialisent finalement dans la sensibilisation. Je ne sais pas si on peut la citer, mais il y a Infotrafic Algérie qui sont très présents sur les réseaux sociaux et beaucoup de personnes les suivent. Alors Infotrafic, c'est devenu une référence en matière d'information. Avant de prendre la route le matin, on va voir Infotrafic. C'est vrai. Voilà, pour nous donner les bouchons, là où il y a les bouchons. Là, voilà, c'est vrai que c'est devenu notre GPS. Voilà, GPS, effectivement, il faut dire que c'est un travail bénévole qui se fait. Oui, mais qui est devenu aujourd'hui une association agréée par l'État, avec un budget quand même, mais qui font ce genre de travail. Ils ont commencé comme des bénévoles. Ils le restent d'ailleurs. Ils le restent, voilà, ils sont toujours bénévoles, donc on voit quand même une conscience collective. C'est vrai. Non, ça a beaucoup changé depuis quelques années, notre. Voilà. C'est-à-dire, on comprend qu'on n'est pas à l'abri, que nul n'est à l'abri. C'est vrai. Même si on n'est pas forcément fautif, mais on peut être impacté donc, par ce déni, par cette négligence, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Il y a aujourd'hui aussi l'implication des autorités aussi. Oui. Donc on voit aujourd'hui, un exemple, un camion qui provoque un accident de la circulation. Je reviens à Nour sur un point qui est très important. Donc, depuis plus de 4 mois, l'autoroute de Djebahia est fermée à la circulation pour le poids lourd. Donc, le tronçon Djebahia-Alger, ce qu'on appelle le tronçon de la mort, qui provoque qui enregistre beaucoup d'accidents de la circulation depuis quelques années déjà, il est fermé à la circulation des poids lourds. Et ça a donné... un résultat? Oui. Depuis septembre jusqu'à fin décembre, on a enregistré seulement 10 accidents. C'est vrai qu'on va dire 10 comparé... Parce que c'est ce qu'on essaie de voir. C'est vrai que c'est un fléau qu'on ne peut pas éradiquer, on va dire, à 100%, même si on veut bien. Bien sûr. Parce que finalement, il n'y a pas que le facteur humain. Parfois, il y a d'autres facteurs qu'on ne peut malheureusement pas l'état de la route, l'état du véhicule. Mais l'objectif, c'est vraiment de réduire. Donc, 10 accidents par rapport, est-ce qu'on a... Alors, d'après la gendarmerie nationale, lorsque j'ai réalisé le reportage fin décembre, donc c'était moins 58% des accidents enregistrés quand même. Par rapport à l'année 2021. Plus de 50% quand même. Plus de 58%, donc c'est énorme. C'est énorme et je pense que ça a augmenté en janvier, février. On entend de moins en moins d'accidents enregistrés le tronçon du Bahia. Donc c'est une bonne nouvelle déjà. Ce qui est très bien, très bien, mais je pense que on va le rouvrir bientôt. Ah oui? Oui, parce qu'ils ont réalisé, donc l'Algérienne des autoroutes, l'ADA, a réalisé des travaux de réaménagement de la chaussée. Donc, ils ont placé de la signalisation aussi, donc pour les poids lourds. Et j'espère que ça va diminuer encore avec cette signalisation, avec ce genre de mesures. J'espère que ça va dissuader un peu les chauffeurs. Donc voilà, encore une fois, un travail de sensibilisation doit se faire au niveau des chauffeurs des poids lourds. C'est ça. Parce que généralement, un accident de poids lourd, provoque la plupart du temps, il est mortel, malheureusement. C'est ça. Pour la plupart du temps. Ça provoque souvent des collisions, donc plus de 3, 4, voire plus de véhicules qui sont concernés, comme on a vu, c'était le cas en 2021, en 2020, en 2021, au niveau de Khmis Meliana, la descente de Khmis Meliana à Indeflan. Ça a provoqué plus d'une dizaine de voitures et une trentaine de blessés, voire je ne sais combien, je pense 6 ou 7 morts. Donc, ce qui était un lourd bilan quand même. Ça reste quand même des images choquantes, Hasna. Oui. On voit malheureusement aujourd'hui, il y a beaucoup de chauffeurs qui ne respectent pas aussi la ligne du tramway nord.
La ligne du tramway aussi, on voit beaucoup d'accidents sur la ligne du tramway à Alger. Et là où le tramway existe dans pas mal de villes, dans Constantine, Ouargla, les gens prennent les rails du tram, et ce qui provoque aussi des accidents de la circulation. Là encore. Là, c'est de l'inconscience, pure et simple. Ouais, bon. Après, je ne sais pas si c'est de l'inconscience ou c'est un défi, carrément. Parce que là, même quand on est inconscient, un minimum, on sait que c'est le tramway, c'est pas la route. Donc là, c'est le défi. Il y a 2 ans, j'ai réalisé un reportage justement sur le tramway. Et j'ai pu avoir des images inédites, d'ailleurs, qui ont été partagées sur les réseaux sociaux, sur pas mal de sites internet. Et on a vu des bus, des petites camionnettes qui passaient la nuit. C'était des caméras de surveillance d'Alger. Donc, ils empruntaient les rails du tramway. Wow. Tranquille, à l'aise. Tranquille. Route toute faite, n'est-ce pas? Non, on évite la circulation. On évite la circulation. Par le rail du tramway, c'est pas normal. Bon, mais après, j'imagine, c'est lourdement pénalisé. Bien sûr, bien sûr. À l'époque, c'était un retrait de permis avec une amende qui était assez lourde. Mais ça ne dissuade pas. Malheureusement. Malheureusement, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour ce genre d'actes. Mais il faut, je pense, il y a des mesures qui, si le bilan de 2022 n'est pas encore tombé, ce n'est pas pour rien. Parce que d'habitude, on communique le bilan début janvier, voire février, à tout casser. Cette année, on est en mois de mars, il n'a pas été communiqué. C'est parce que je pense qu'il y a des mesures qui vont être prises par les autorités. Des mesures draconiennes, probablement. Ah oui. Parce que déjà, on a vu que des amendes ont été revues à la hausse depuis fin octobre, je pense, octobre-novembre 2022, qui ont, je pense, doublé, voire triplé. Pour l'excès de vitesse, ça peut atteindre jusqu'à 50 000 dinars, ce qui n'est pas rien. Et ça peut-être dissuader, si on touche à leur poche, je pense que ça va. C'est déjà un salaire. Donc, ça va les calmer, je pense. Là aussi, votre image. Voilà, le tramway, c'était l'accident de Oran, il y a 2 ou 3 ans. C'était un accident, oui. Ça reste quand même des images choquantes. Donc, finalement, on espère que très vite, il y aura cette conscience. C'est un peu comme la ceinture de sécurité, si tu te rappelles. C'était à 2000 dinars à l'époque. À 2000 dinars à l'époque, mais ça remonte quand même à quelques dizaines d'années. Et c'était vraiment en un temps un record. Donc maintenant, aujourd'hui... Dès qu'on touche aux poches des Algériens, ça fait peur. Voilà, mais... Donc on espère que ça va être le cas. Que ça va être le cas, au moins pour sensibiliser encore une fois. C'est ça. Donc, je pense que ça va donner un résultat. J'espère bien. Donc l'utilisation du téléphone portable est passée de 2000 à 5000 dinars. Il y a aussi une nouvelle amende qui rentre aussi. Donc la musique trop forte. Utilisation donc de la hausse du volume de la musique à bord du véhicule, dans les agglomérations, donc aussi qui est amendé, je pense, à 8 000 jusqu'à 16 000 dinars. Pourquoi particulièrement? Des fois on klaxonne pour une infraction et il n'entend pas si la musique elle est trop forte. Le chauffeur a tendance à être branché avec cette musique et il n'entend pas les autres chauffeurs. Voilà. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Hasna, de nous avoir donné un peu plus de détails, d'informations, surtout par rapport à ces accidents générés aussi par la responsabilité du poids lourd. On se dit à très bientôt, probablement pour une autre... Les 2 roues, la prochaine fois. Inch'Allah. C'est ma phobie dans les routes. Franchement, c'est ma grosse phobie. C'est la phobie de tout le monde. Vraiment, c'est ma grosse phobie pendant les routes, plutôt lorsque je prends la route. Inch'Allah. On le fera, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi. Hasna, on se dit à très bientôt. Inch'Allah. Continuation pour Ça tient la route. Et on continue. Cette fois-ci, nous allons à la découverte des artisans de la ville d'Alger en compagnie de Samia Bouharour et on se retrouve juste après. Voici un espace d'échange et de partage entre les artisans et artistes venus de différentes wilayas d'Algérie. Ils exposent leurs produits et œuvres d'art, du handmade 100% algérien et avec un cachet authentique.
Une manière d'encourager les artisans à évoluer dans leur métier. Moi, je fais du crochet. C'est des sacs écologiques, lavables. Tazman, filet à pain, sac à course. Voilà. Et tu fais un hagda en filet et elle devient une pochette. Vous le prenez dans votre sac, vous prenez dans votre tiroir. Elle est plus légère à porter pour faire des courses, c'est bien. De la confiture bleu miel date à froid. Massour à froid, mais chez Robba à froid. On dit même pour les enfants pour qu'ils mangent sain, à base de dattes, on dit grains de chia, une touche, hagda. Une diversité dans les produits traduit la richesse de l'artisanat algérien. احنا متخصصين في مشتقات التمور اللي ديريفي دو دات عندنا بزاف لي برودوي نخرجوهم من لي دات عندنا لا بودر دو دات اللي هي شغل سبستيتيوت سكر اورامبلاس لو سكر بلون بار هذا لو سكر ناتورال اللي فيه بزاف المنافع او مون طون سي ان كومبليمون اليمونتير تري ريش بلوفر بالمغنيسيوم بالبوتاسيوم. عندنا باغ اكزومبل الروينه هي اكله تقليديه تاع لا ريجون تاع بسكره نتاعنا ويعرفوها في لو سود اللي هي ميلونج اونتر داتي بلي رونفورس لي زو ستيمول لا ميموار فيها بزاف المنافع يعني للجسم تاع الانسان. عندنا ثاني عسل التمر اللي هو اكستري افروا تاع دقله نور. La promotion de l'artisanat contribue énormément à la promotion du tourisme, d'après les artisans présents ici. Parce que ça, c'est notre patrimoine. Si ce n'est pas nous qui le préserve, qui va le faire? Donc on est obligé de continuer dans le chemin de nos grands-mères, mes tantes, tout l'entourage d'ailleurs. Je suis née dans cet entourage. Quand j'ai grandi dans un environnement où je voyais que la culture, que ce soit dans les paroles, le cha'bi, la musique, la broderie, même les plats traditionnels, l'assise, le qa'da, le siddar, le stah. Donc tout ça c'est nostalgique, c'est nous, c'est une vie. L'artisanat et le tourisme marchent ensemble. Quand un touriste vient, tout ce qu'il prend c'est spirituel. Mais quand il prend un objet artisanal, un produit artisanal, c'est ce qui reste. Conjuguer les efforts pour la promotion de l'artisanat repose sur plusieurs points afin de permettre au secteur de contribuer au développement économique durable. En actualisant la formation spécialisée aux métiers, notamment ceux en voie de disparition, et l'accompagnement des artisans dans leur activité créative, tout en préservant le patrimoine. Un avenir prometteur qui va vers la création de près de 40 000 nouveaux postes d'emploi par an, selon les responsables du secteur. Et de retour, c'était donc les artisans d'Alger. C'était Samia Bouarour qui s'y était intéressée, cette fois-ci restant dans le domaine dans le monde de l'art et de l'artisanat. Une styliste modéliste est parmi nous ce matin, nous prépare un bel événement pour le 8 mars. Il s'agit de Madame Malha Hachmi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Bien, merci beaucoup de m'avoir invitée. Marhaba bik. Alors vous êtes styliste modéliste. Oui, on va le dire plus modestement. Oui, on essaye de créer des articles de couture. Donc automatiquement, quand il y a une création, on dit designer. Voilà, designer, voilà. Effectivement. Voilà. Alors, ce sont des créations qui tendent à promouvoir quel type finalement de tenue, de style? J'ai pas de choix spécifique, mais je suis très technique. Donc, je suis plutôt dans la veste, le pantalon, les trucs bien coupés et tout. Donc, forcément, j'y vais vers le caraco, vers des robes bien ajustées, vers les podrones. Le sur-mesure? Oui, le sur-mesure, j'en ai fait pendant plusieurs années au début de ma carrière. Ce que j'ai fait, c'est beaucoup plus... Voilà, c'est beaucoup plus... Ça, c'est une magnifique collection. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Voilà. Très coloré, dommage, la qualité hautement coloré. Oui,
J'aime bien les couleurs. On est dans un pays de soleil, de couleurs. On est en Afrique du Nord, au port de la Méditerranée. Une population joyeuse aussi. Oui, on adore les couleurs. Dans toutes les régions d'Algérie, il y a des couleurs. Effectivement. Même les mariées, elles n'aiment pas le noir. Elles vous disent, moi je veux du rouge, du vert, du bleu et tout, mais jamais de noir. C'est rarement. Quand on met du noir, il faut rajouter dessus. Voilà. Le noir, généralement, c'est pour ça va avec le caraco. Et même ces dernières années, on a commencé à avoir plus de couleurs. Il faut vraiment le charger. Il faut vraiment le charger pour l'accepter comme caraco. Voilà. Mais caraco, finalement, c'est vraiment la tenue qui s'est vraiment imposée, même dans le quotidien, hein, même pour un simple après-midi. On peut le porter avec un jean, avec une. C'est une veste. Voilà. C'est une veste. Quand elle est bien travaillée, ça donne un résultat magnifique. On met en valeur le corps, on met en valeur les épaules. C'est vrai. Il y a des broderies, on est à l'aise dedans. On peut l'accorder avec plusieurs vêtements. Le pantalon, c'est sur une robe, sur tout ce qu'on veut. Donc du coup, ça donne. Moi j'aime bien, c'est ma pièce fétiche le caraco. Oui, effectivement, c'est vraiment la pièce qui revient. Je mets parfois des touches un peu exotiques. Je mets des motifs berbères. D'accord. Voilà, oui. Donc oui. Un dialogue culturel finalement à travers la création. À travers la création, oui. Mais ça s'arrête pas uniquement au caraco. J'aime bien intégrer tout ce qui est. Parfois, là, par exemple, nous avons. Voilà, là, c'est des robes kabyles. Voilà, des robes kabyles avec une touche un peu personnalisée. J'utilise shbika dans le vêtement, voilà. Ça va être dans la prochaine collection, mais bon, pas pour ce 8 mars, pour après, Inch'Allah. Voilà. Ça demande beaucoup de travail. Déjà, shbika elle-même, c'est un travail. Oui, et j'ai pas envie de proposer une seule petite pièce comme ça. Ça signifie pratiquement rien du tout. Bon, shbika, moi, je trouve que c'est. On voit le perfectionnisme. C'est-à-dire, c'est dommage qu'on garde ça uniquement sur les napperons. Voilà, les mouchoirs. C'est beau, mais bon. Maintenant, les filles, généralement, elles préfèrent un drap imprimé qu'un drap avec des motifs shbika et tout. C'est très beau, je suis d'accord, mais shbika, quand même, c'est une dentelle. Alors, c'est une pièce maîtresse, hein, c'est une pièce du patrimoine. Moi, j'adore. Franchement, voilà. Je viens de voir le bonhomme qui fait les tarbouches. Les tarbouches, oui. C'est magnifique. On recherche partout des gens qui font ça, mais on en trouve qui mettent du carton à l'intérieur, alors qu'on a ça. Je comprends, parce que c'est la feutrine, il faut la chauffer, il faut de la vapeur pour ressortir la forme de la tête et tout. Et qu'on ait perdu tout ça, c'est vraiment regrettable, franchement. J'espère qu'il y aura des formations pour pouvoir relancer tout. C'est ce qu'on espère aussi. On a aussi. tellement de jeunes qui sont avides de maintenant tout ce domaine-là de la créativité. Les gens adorent ça. Il y a un retour, hein. Il y a un sacré retour vers tout ce qui est beaucoup de gens qui m'appellent, des ingénieurs, des architectes qui ont envie de se lancer là. Mais l'erreur qu'on commet au fait, c'est tout le monde qui se dit ok, je vais faire une petite formation de couture, je vais... Non, ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas du tout comme ça. On a tous cru ça possible. Moi, quand je me suis lancée dans la couture, je pensais qu'une année, ça m'aurait suffi. C'est toute une vie. Je me suis retrouvée à 5 ans de formation. Et après, maintenant, ça fait 22 ans, plus 23 ans, dans mon propre atelier, j'ai l'impression d'apprendre encore. Oui. Oui, c'est ce que vous faites, parce que c'est de la recherche. C'est de la recherche. Intégrer shbika dans une tenue traditionnelle, c'est tout un travail, toute une recherche. Est-ce que ça va pas? À quel endroit je vais la mettre? Quelles couleurs? Avec quoi? Est-ce qu'il faut mettre... Parce que nous, on est dans ce truc-là, il faut mettre des perles partout. Oui. Non. On ne peut pas mettre des pierres partout. Il y a certains articles qui doivent garder leur cachet. Puis moi, j'aime bien le style... vous voyez, le caraco, il y a le style Al-Jarwa qui est sobre. Oui. La citadine, c'est un peu comme la parisienne. Elle n'aime pas quand il y a trop de couleurs, trop de pierres, Après, il y a aussi l'explosion. Il y a les autres régions qui aiment les couleurs. Tu dis non, moi je veux que mon caraco soit en vert avec du rouge, avec du bleu. Donc, ça devient plus difficile parce qu'il faut trouver une harmonie entre les couleurs. Il faut trouver une harmonie. Il faut trouver une harmonie. S'il n'y a pas d'harmonie, c'est n'importe quoi. Et puis, c'est bien que les gens apprennent le métier parce que si on reste, on n'a rien, on ne va pas avancer. Si on a envie de montrer ça, de donner une belle image de notre culture, il faut accorder le caraco avec des articles plus modernes. On va à cette catégorie de jeunes filles qui aiment porter la veste avec... Je vous dis, vous me faites un caraco, mais qui ne soit pas trop traditionnel. Comme ça, je peux le porter. Effectivement. Si elle part à l'étranger, elle a envie de mettre sa veste sur un pantalon cuir, sur un jean, comme ça, un jean, voilà. C'est très classe. Je trouve que c'est très classe. Voilà. C'est très classe. Voilà. Alors, on rappelle l'événement. Vous allez. Alors, je vais être à la galerie Kounouz.
du 8 au 11, je crois. C'est pour une exposition. Il y aura une qada, je crois, avec... on va mettre une tenue, je crois, qada, diria et tout. Mais il y a la dame qui est vraiment à cheval. Attendez, je me rappelle, Khadija, qui m'a invitée à l'événement. J'étais pas très partante au début, mais elle a tellement insisté. Elle a proposé un thème assez simple, assez algérien. Donc, j'espère vraiment que ça va bien se passer. Certainement. Et, on invite les gens qui aiment ça à venir nous rendre visite. On sera là-bas pendant 4 jours. Voilà, découvrir les nouvelles créations, ce qui se fait sur terrain. Exactement, voilà. Voir la matière de plus près, c'est très important. Et puis, c'est ce qui est magnifique avec les expositions. On est en contact direct avec l'artisan. Donc, on peut poser des questions. C'est un peu ça. C'est un peu pour ça que j'ai accepté de participer, c'est-à-dire avoir un contact direct avec les gens, pour qu'ils puissent parler directement avec le créateur. Effectivement. Voilà. Avec les réseaux sociaux, on a tendance à améliorer les photos, à montrer. Mais là, on va exactement le cru, quoi. Les réseaux sociaux, on va dire, c'est un premier contact. Déjà qu'on sache qu'on existe. C'est très important, heureusement qu'il y a ça. Le contact direct. Oui, voilà, effectivement. Alors, on rappelle, l'événement, ça sera à Dar el-Kounous du 8 au 11 mars. Voilà, c'est ça. Inch'Allah. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Je dis bonjour à tous les Algériens et au 8 mars, Inch'Allah. Ah oui, 8 mars, Inch'Allah. Alors, je rappelle, Madame Melha Hachmi, vous êtes styliste, designer. Merci oui, la beaucoup. marque, c'est Melabi. Voilà, donc on n'a pas mentionné. C'est Melabi Lascora. D'accord. Voilà. Lascora. Lascora, ça veut dire? Alors, Lascora, ça veut dire la perdrix. La perdrix, dans la culture, voilà, dans la culture nord-africaine, la perdrix, c'est l'élégance, c'est le raffinement. Et la grâce, voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'est le prénom de ma mère, là. Ah, Allah yarhamha. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été parmi nous ce matin. Merci à vous de m'avoir invité. Au plaisir, Inch'Allah. Et nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Vous retrouverez à la Diaboul Mahali à partir de demain, 8h. Je vous dis une très belle semaine. À très bientôt. Au revoir. تستنقر تبكي فوت امي ليت